bonsoir, plaisir immense de vous retrouver pour une autre séquence de votre quotidienne Le Grand Soir. Le Grand Soir, comme de coutume, au cœur de l'actualité, nous revenons en formule grandeur nature sur les événements d'hier, événements qui ont vu la prestation de serment du président Paul Biya. Ce sera pour un 8e mandat et au cours de son discours d'installation, le président est revenu sur un certain nombre de faits. On revient justement à l'introduction de ce plateau et en thématique principale, numéro 1, même sur justement ces engagements de Paul Biya. Une batterie d'engagements a été prise par celui qui va présider aux destinées du Cameroun pour les 7 prochaines années. Ensemble, on va justement s'interroger, pourront-ils ces engagements-là être tenus? Assiste-t-on à des formules, à une rhétorique déjà entendue? Ce sera aussi l'une justement des interrogations qui va meubler nos échanges. Et justement, on va essayer ensemble d'évoquer aussi les urgences, ces urgences-là que nous avons appelées les urgences du président. Quels sont les secteurs qui justement ont besoin d'attention particulière de la part du chef de l'État? Où est l'urgence au Cameroun à l'heure où l'on sait que la prestation du serment du président Paul Biya se tient dans un contexte assez particulier que lui-même a mis en avant? On en parle ce soir sur ce plateau du Grand Soir. Une fois que je vous ai donné le menu, je prends la traditionnelle respiration. Mesdames, Messieurs, le temps d'installer ceux qui seront avec nous ce soir. A tout de suite. Du Grand Soir et justement pour nous accompagner durant ces presque 1h52 de direct, il est là, journaliste émérite, observateur des faits sociaux, Timothée Somba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, merci pour l'accueil chaleureux. Merci à Info TV de me renouveler son amitié par cette invitation de ce soir. J'accepte le compliment, mais journaliste émérite, je ne pense pas encore. J'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup à donner à ce noble métier qu'est le journalisme. Mais je me réjouis de ce que le chemin déjà accompli soit admiré par des confrères, par des pairs. Parce que ce qui nous manque souvent au Cameroun, c'est davantage les critiques et les appréciations des pairs qui, eux, ont les outils nécessaires pour apprécier la qualité du travail. Merci Timothée et Somba. On reviendra avec vous justement sur le regard du journaliste sur les événements d'hier. Permettez-moi d'accueillir Monsieur Jacques Yété Mboté. C'est un leader politique, l'Union des populations du Cameroun. Il en est secrétaire général adjoint, ancien maire de la commune de Déa 1er, cadre retraité du MINEPAT et diplômé de l'Institut des relations internationales du Cameroun. Monsieur Yété, bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter, merci de m'associer. Je suis content de me retrouver sur ce plateau que vous animez souvent très bien. J'ai l'habitude de vous suivre et aujourd'hui je suis avec vous, je suis devant vous. Merci pour la présence. Nos autres invités sont dans les loges. Ils nous rejoindront dans quelques secondes, dans quelques poussières de secondes. Le temps pour moi, justement, d'amener déjà Timothée Somba vers la première actualité qui nous amène du côté du palais des Verts, le tout nouveau, du côté de Mwakile, où hier, justement, on a pu assister à cette cérémonie où le président Paul Biya prêtait serment. C'était pour, justement, son 8e mandat. On a pu voir un dispositif assez particulier. Avant qu'on entre dans les engagements, Timothée Somba, l'œil du journaliste, qu'est-ce qu'il aura retenu? Bon, j'aimerais d'abord dire que c'est le 9e mandat. Oui. 8e électif, mais 9e en tant qu'exercice. Parce que 1982, c'est son premier mandat, qui n'était pas électif, mais qui était le dauphinat constitutionnel. Donc il a prêté serment hier pour la 9e fois. Lorsque le même individu se prête à un exercice pendant autant de fois, ça devient une sorte de routine. Mais on a pu constater que hier, l'assistance était tellement attentive. On ressentait que l'assistance, et même nous les téléspectateurs, avions besoin d'entendre quelque chose, peut-être pas de nouveau, mais quelque chose qui relève d'un sursaut pour exorciser le contexte actuel qui est relativement tendu et emploie à une conjoncture économique relativement peu reluisante.
Oui, Timothée, je vais me rassurer qu'on est en harmonie avec notre réalisation. On peut déjà nous proposer la première thématique qui... Merci beaucoup. On poursuit, Timothée. Ok, merci. Donc, c'est une cérémonie au cours de laquelle les Camerounais ont beaucoup retenu leur souffle. Maintenant, est-ce que la parole du chef de l'État a été satisfaisante? Tout dépend du prisme à partir duquel on décide de l'analyser. Oui. Sous le prisme sécuritaire, qui me semble le plus important, il a félicité la gestion de on y reviendra. On a toute la soirée pour revenir sur ces différents segments de la vie publique. Mais on va rester sur les symboles. On a vu le président de l'Assemblée nationale prendre la parole. On a vu le chef de l'État justement faire le fameux Douce au soir. On a suivi l'hymne de la République chanté en chœur par tous ces corps constitués. Alors, l'ambiance, comment était-elle, vous qui avez eu justement le privilège d'observer de façon attentive cet événement? Oui, l'ambiance était enjouée. Pourquoi? Parce que les apparitions publiques du chef de l'État qui sont allés en se rarifiant sont devenus de véritables moments de grande curiosité. Une curiosité négative pour ses contenteurs, une curiosité davantage positive pour ses turiféraires ou alors pour ses soutiens. Maintenant, je veux penser que 90% de ceux qui étaient au nouveau palais des Verts Paul Biya hier et davantage ses soutiens. On a donc pu voir des chars. On a vu aussi des acteurs politiques, des opposants, des ex-candidats. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de 90%. Oui. Donc, l'ambiance avait l'air bon enfant, les gens étaient contents et le public aussi manifestait tout son enthousiasme. Je m'aurais dit que c'est une cérémonie qui n'a pas dérogé à ses devancières en termes de rituel, oui, au niveau de la portée juridique du serment qui représente quand même, selon l'article 7 de la Constitution du Cameroun, l'entrée en fonction du chef de l'État. C'est donc la fin d'un cycle de pratiquement 1 mois ou 3 mois de quasi-intérim, une sorte d'intérim qui ne dit pas son nom, parce que le code électoral voudrait que le président de la République reste en fonction jusqu'à la prestation du nouvel élu. Oui. Vous aurez donc observé que durant les 3 derniers mois, les décrets forts étaient rares. Parce qu'une fois que le corps électoral est convoqué, il y a une sorte de chape de plomb qui amenuise le pouvoir décrétal en le limitant à la gestion des affaires courantes. Par contre, à partir du moment où il est élu, il est auréolé du sceau de la République. Vous avez vu hier, il a reçu les attributs, les sentiers de canon, signes d'allégeance des forces de défense et signes de reconnaissance de sa majesté ont été tirés hier. Ce sont autant d'éléments qui fascinent, surtout pour les jeunes. Il fallait que hier, ceux avec qui j'étais, je leur explique la symbolique du serment, la portée juridique, qui voudrait que le fait de prêter serment en jurant de protéger la Constitution, les lois de la République et autres, signifie que à partir de cet instant, on peut engager sa responsabilité au cas où l'on se rend compte qu'il ne marche pas sur le sillon du serment. Ce n'est pas pour rien qu'il jure à ce niveau-là sur la Constitution du Cameroun. Maintenant, la portée symbolique est là. On y reviendra à Timothée, le temps de donner la parole à M. Yetemboté. Alors, vous aussi, vous avez observé la cérémonie. Le regard du politicien, le regard justement du diplomate en tant qu'ancien des lyriques, le regard du Camerounais. Qu'est-ce que vous avez retenu lors de cette prestation de serment? Oui, je veux d'abord dire que les élections se sont bien déroulées. Oui. Nous avons pris acte de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Le président a prêté serment hier. Oui. Et nous pouvons dire aujourd'hui que les choses sont en train d'avancer. Peut-être pas comme tout le monde pense, mais à la manière dont les choses se sont alors, vous, en tant que responsable politique, vous y étiez à cet événement-là? Vous avez été convié? Je n'ai pas été convié, mais j'ai suivi le déroulé à la télé. Oui. Et j'ai trouvé déjà une chose que j'ai notée, que le chef de l'État ressemblait un peu à un enfant de 52 ans. Quelque chose comme ça. C'est sérieux, monsieur Bouté? Non, le chef de l'État ressemblait à un enfant de 52 ans? Ce n'est pas lui qu'on a vu, même à Maroua l'autre jour. Ah bon? Non, ce n'est pas la même personne que j'ai vue. Donc, c'est déjà quelque chose.
Et nous avons vu ses soutiens dans la salle, parce que je n'étais pas invité, déjà parce que peut-être qu'on a pensé que je n'étais pas son soutien. Oui. J'ai même vu des gens qui régulièrement dans les réseaux sociaux sont ses soutiens. En tant que président, tu sais quoi là, il était invité. Donc on l'a puisé dans les réseaux sociaux pour qu'il soit. Voilà. Voilà, on l'a puisé dans les réseaux sociaux pour qu'il soit là. Non, non, sinon j'ai vu les Camerounais attendre. Les Camerounais cherchaient à écouter le chef de l'État. Bon, son discours était attendu. Oui. Je crois qu'on va en parler. Oui. Et voir également si ce qu'il a dit, on pourra. Parce qu'après 7 ans de mandat, un mandat de 7 ans où les Camerounais n'ont pas été, j'allais dire, satisfaits de la manière dont ce mandat s'est déroulé. Je me demande bien comment sera le prochain mandat et j'espère donc qu'à travers ce que nous allons ensemble voir, ce mandat sera peut-être différent de celui qui vient de s'achever. Alors, toujours dans justement le déroulé de la cérémonie, on a vu des leaders politiques, on a vu le chairman du SDF, on a vu Cabral Libi, on a vu Célestin Jamen, un nouveau soutien du président, on a vu, mais tous ces leaders politiques estampillés de l'opposition qui aujourd'hui rejoignent le président pour ce moment fort important de la symbolique républicaine du Cameroun. Pensez-vous que cela peut augurer d'un mandat où justement on pourrait rester dans l'union sacrée qu'hier a souhaité le président de la République? Nous avons espoir que le président lui-même va comprendre, puisqu'il a dit dans son message, il y a les frustrations de la population, il y a la frustration des hommes politiques. Oui. Tout le monde le sait. Nous sommes partis du fait que des candidatures ont été rejetées. Nous sommes partis du fait que les élections se sont passées comme elles se sont passées. Donc il y a quelque part une certaine frustration des Camerounais. Il appartient au chef de l'État, c'est lui qui est le père de la nation, c'est lui qui a gagné les élections, tel que le Conseil constitutionnel l'a dit. Oui. C'est à lui de prendre ses responsabilités, de rassembler les Camerounais, de réconcilier les Camerounais. Monsieur le journaliste, à l'UPC, nous avons toujours dit qu'il ne manquera pas de problèmes au Cameroun tant qu'il n'y aura pas réconciliation entre les morts et les vivants. Il n'y aura pas la paix au Cameroun s'il n'y a pas réconciliation entre les morts et les vivants. Vous savez, où est la place de Oumiobe en tant que martyr dans ce pays? Oui. Où est la place de Wanji en tant que martyr dans ce pays? Où est la place de Osede Afana en tant que martyr dans ce pays? Ce sont les morts. Il faut réconcilier ces morts-là avec les vivants que nous sommes. Sans quoi, même chez vous, hein, au village là, on vous dit souvent que les morts ne sont pas morts. Oui. Donc, il appartient au chef de l'État de voir dans quelle mesure aujourd'hui il doit rassembler les Camerounais. Il doit aussi rassembler le parti qui a été détruit depuis 1992. L'UPC a été détruit, le parti historique a été détruit par le pouvoir depuis 1992. Vous imaginez bien que aucun parti politique au Cameroun n'a subi le sort que l'UPC subit depuis. Oui. Il y a eu des problèmes dans les partis politiques. Le pouvoir a tout fait pour ne pas les diviser. Mais à l'UPC, on crée les divisions. Je ne dis pas que personne n'est fautif ou responsable. Personne n'est UPCiste là-dedans. Mais il appartient aujourd'hui au pouvoir de réconcilier l'UPC. Parce que c'est ce pouvoir-là qui a mis l'UPC dans cette situation-là. Et tant qu'il n'y a pas cette réconciliation entre ces morts de l'UPC et les vivants qui est le peuple camerounais, vraiment, je suis inquiet. Merci, M. Jacques Litté Mboté, pour votre lecture. On prend une contribution. Très heureux ce soir par ce temps de canard. Entre les doléances et engagement, je suis resté sur ma faim parce que j'ai écouté devant mon écran de télévision.
un charlatanisme oratoire comme de par le passé. Le président est entouré d'hommes politiques sans grandeur et sans espérance. Dans la gouvernance, c'est l'action qui compte. Comment fera-t-il pour nous sortir des guettes, détournements, infrastructures, à part de tortue et autres pour assouvir les besoins primaires des concitoyens? Nous sommes repartis dans le jeu de mots à donner des mots dans des promesses sans réalisation. Mots AUX. Merci, Master Thomas, pour la première contribution. Timothée Somba, on peut donc rentrer de plein pied, justement, sur ces engagements qu'aura pris le chef de l'État. On peut commencer par le volet qui tient les Camerounais en haleine. Nous sortons d'une élection présidentielle. Le chef de l'État a déclaré « Les joutes de la présidentielle sont derrière nous ». Vous croyez à cette parole alors que l'on nous annonce des opposants hors du pays, alors qu'on nous annonce un climat social et politique assez tendu? Peut-on véritablement dire que la présidentielle est derrière nous? La présidentielle, du point de vue formel, est derrière nous parce qu'elle atteint son apogée qui boucle la boucle, comme on dit trivialement, avec la prestation de serment dont l'entrée en fonction du nouveau président, qui dès cet instant n'est plus le président d'un parti politique ou le candidat d'un parti politique, il devient le président de toute la République. À ce titre donc, il officie non pas pour ceux qui ont voté pour lui, mais il officie pour tous les Camerounais. Oui. Parce qu'il est désormais le président de la République, de nous tous. Ceux qui sont abstenus, ceux qui ont voté, ceux qui n'ont pas voté. Et la Constitution du Cameroun en a fait une sorte de Deus ex machina, celui qui peut tout faire, celui par qui tout peut être obtenu. C'est la raison pour laquelle il a segmenté son discours en plusieurs phases. Combler certaines attentes urgentes, telles que la relance des cycles doctoraux dans les universités d'État, oui, c'était suspendu depuis pratiquement 4 ans. C'est un aspect qui pourrait intervenir plus tard. Restons sur l'aspect politique d'abord pour essayer de planter le décor. Oui, l'aspect politique, il a parlé de la réconciliation, il a parlé de la préservation de la paix, il a parlé de l'unité et a dit tendre la main à tout le monde, parce conscient de ce que l'on ne peut pas bâtir la paix, construire le Cameroun, bâtir une paix durable et pérenne, oui, tout seul. C'est donc à ceux qui supputaient une sorte de gouvernement d'union nationale, on peut penser peut-être que le chef de l'État ira dans la direction d'avoir un gouvernement de large ouverture, afin que tous les Camerounais viennent contribuer. Maintenant, la symbolique républicaine a été respectée. Oui. Les opposants dont on dit présumés hors du pays, il faut noter que personne n'a été chassé du Cameroun après l'élection. Ceux qui seraient hors du pays sont partis d'eux-mêmes. Mais j'ai vu qu'ils ont obtenu des cartons d'invitation, parce que comme l'a dit le président Ali Bongo concernant le Gabon, il n'est plus question, et le président Paul Biya l'a même dit aussi, qu'il n'est plus question que les gens aillent dans le maquis pour s'exprimer. Nous sommes déjà dans un environnement d'ouverture, car on peut distinguer entre une société close et une société ouverte. Le Cameroun aujourd'hui est une société ouverte, où l'on peut s'exprimer, où l'on doit s'exprimer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons le courage de venir sur ces plateaux, parce que nous contribuons à l'édification de la masse critique. Nous ne venons pas ici en tant que sachant de tout, mais nous usons de notre liberté qui devient un devoir d'expression, parce qu'il y a des Camerounais qui ont besoin de savoir ce qui se passe dans l'environnement politique. Donc du point politique, à mon sens, les choses ont été dites telles qu'il le fallait. N'oubliez pas que le discours de prestation de serment n'est à proprement pas parler un programme de gouvernance. Oui. C'est un discours qui fixe le cap. Il peut même avoir une valeur. C'est un discours qui était fortement entendu, Timothée Somba. C'est un discours, vous-même vous l'avez dit, la parole présidentielle est rare. Et elle était attendue justement après un processus électoral assez tendu qui a débouché ici et là sur quelques échauffourées. Il fallait, et il était urgent pour les Camerounais, qu'ils écoutent les premières et grandes orientations du chef de l'État nouvellement élu. Non, il faut que les Camerounais aient le sens de la culture politique. Certes, le discours était attendu, mais ce discours n'est pas une volonté du président Paul Biya qui a prêté serment hier. C'est une obligation légale. Ça veut dire que c'est un discours qu'il est obligé de faire parce que n'ayant pas le choix.
on a coutume de dire qu'il est légaliste. Vous voyez donc que dans le cadre d'une obligation juridique, le sentimentalisme et les émotions ne peuvent pas se mêler. Il est obligé de souscrire à un rituel républicain et de rester un peu dans une sorte de cosmétique. Il a été élu sur la base d'un projet de société, d'un programme de campagne. Une fois qu'il est élu, c'est ce programme que nous devons scruter de près. Le discours a une valeur locutoire, de toute évidence, mais davantage une valeur perlocutoire. La preuve, il n'a véritablement pas pris de décision hier. Il n'y a pas eu de nomination dans le cadre de ce discours. C'était davantage des annonces, la volonté de rassurer les attentes, notamment au niveau sécuritaire, et la volonté de montrer que le jeu politique se déroule bien, parce qu'il est quand même à bénéficier des félicitations. Une sorte d'englobement, puisqu'il est quand même n'organise pas les élections seul. Donc ces félicitations, par phénomène d'irradiation, concernent l'activité du MINAT, concernent l'activité du Conseil constitutionnel, qui ont donc bénéficié de ces félicitations hier, sachant que nous sommes à l'orée, nous, encore, de deux échéances électorales, les régionales dans quelques semaines, les législatives et municipales l'an prochain. Donc, le volet politique est à prendre en considération parce qu'il a appelé, sans le dire avec mes mots, à l'apaisement. Parce que nous devons savoir que l'élection présidentielle est d'abord un jeu. Ça rentre dans le jeu politique. Et qui dit jeu politique, dit fair play, dit acceptation de la défaite ou acceptation de la victoire de l'autre. Et surtout, respect après le combat. Observez lors des matchs de football, après dans tous les événements sportifs, dans toutes les batailles sportives, à la fin, les deux adversaires, parce que nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires. L'adversité suppose le respect d'un ensemble de règles. Ça n'a rien à voir avec la bataille guerrière, non. Une fois que l'élection est terminée, aujourd'hui, il ne s'agit plus de Paul Biya, RDPC, contre XY, il s'agit de Paul Biya, le président. Et les attentes que nous avons vis-à-vis de lui sont le continuum des insatisfactions du dernier septennat. C'est la raison pour laquelle tout Camerounais, même celui qui n'a pas voté pour lui, est fondé à avoir des attentes et des espérances vis-à-vis de lui. Il était donc nécessaire qu'il rassure que l'ordre régnera. Qui dit ordre, dit paix, parce que sans l'ordre, il n'y a pas de paix. Et sans paix, même les revendications politiques ne sont pas possibles. Les Camerounais avaient besoin de l'entendre. Et vous avez vu la presse aujourd'hui. Une bonne partie de la presse est restée focalisée sur cette expression. L'ordre régnera. Merci. Jacques Etemboté, peut-on dire qu'on va vers l'apaisement ou alors que la volonté présidentielle de l'apaisement sera suivie lorsque l'on sait que le deuxième à l'élection présidentielle au Cameroun, bon, on ne va pas dire il est hors du pays, mais il est plus ou moins porté disparu. Il est hors radar. Est-ce que dans ce climat-là, on peut véritablement aller vers le consensus souhaité par le président et trouver l'équilibre de la paix? Nous avons suivi le discours du président de la République hier. Il a parlé de l'apaisement. Nous osons croire que dans les prochains jours, la présidentielle sera derrière nous. Nous osons croire parce qu'il lui appartient, lui le chef de l'État, lui le garant des taux, de prendre ses responsabilités. Je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il a gagné les élections. Pour un cas comme celui-là, oui, qu'est-ce qu'on fait lorsque le deuxième est hors du pays, lorsqu'il est porté disparu, on l'appelle, on essaie de trouver le consensus. Comment est-ce qu'on fait? Bon, je ne sais pas si déjà le ministre Siroma, deuxième à l'élection présidentielle, tel que ça a été proclamé par le Conseil constitutionnel, je ne sais pas déjà s'il est hors du pays, mais j'ai dit que le chef de l'État, dans le contexte politique actuel, doit réconcilier les Camerounais, il doit réconcilier tous les Camerounais, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Nous voulons l'apaisement, nous voulons la paix, nous voulons la sécurité, nous voulons la compréhension, nous voulons l'entente. Et il n'y a que lui seul qui est à même de faire en sorte que tout ce que je dis là se passe dans le pays. Issa Chiroma, si on suppose qu'il est hors du pays, je ne sais pas si c'est au ciel. Bon, mais s'il n'est pas au ciel, ça veut dire qu'il est quelque part. Est-ce qu'on va appeler ça le deuxième?
il ne peut pas facilement, je le dis honnêtement ici, ne peut pas avoir facilement la paix sans le deuxième, parce que il a eu, comme on dit, 35%. Vous savez ce que ça représente au Cameroun. Oui. Moi, j'ai suivi les résultats de ces élections. Je l'ai vu également gagner, c'est monsieur qui est dehors, monsieur Issa Chiroma, gagner presque partout aussi. Même là où il n'avait pas, quand je dis gagner, ça veut dire qu'avoir comment j'ai dit ça, des votants partout. Oui. Donc il n'y a pas un endroit, même un village où il a eu 0 voix. Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il est représenté partout aussi au Cameroun. Comme le chef de l'État lui-même est également représenté partout au Cameroun. Parce que la plupart des cas, le chef de l'État était premier, il était deuxième. Oui. Le chef de l'État était deuxième, lui il était premier. Ça veut dire donc qu'il représente quelque chose aujourd'hui. Vous savez, hier, il était au gouvernement et les gens ont pensé que, comme il est venu à l'élection présidentielle, qu'il était un pion du régime. Je crois que la suite nous a montré qu'effectivement, il n'était pas un pion. Donc, celui qui n'est plus un pion aujourd'hui doit être aussi pris en compte dans la réconciliation. À ce niveau, lorsque là on est acteur politique et qu'on observe donc le déploiement, le jeu des acteurs, est-ce que vous pensez que le candidat Chiroma, qui est arrivé deuxième selon les résultats du Conseil constitutionnel, a franchi une ligne rouge? A-t-il encore sa place au sein justement de la grande table républicaine? Bon, vous savez, il y a beaucoup de choses que moi j'appelle animées par les va-t-en-guerre, qui entretiennent un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas, ou entretiennent et même animent un certain nombre de choses que je ne peux pas peut-être dire ici parce que je ne maîtrise pas assez. Oui. Mais je sais qu'il y a sa place dans ce pays encore. Il y a sa place dans, j'appelle ça, la réconciliation de Cameroun. Vous pouvez pas avoir, vous voyez, regardez un peu en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo était allé en prison à La Haye, les gens disaient qu'il n'y aura pas la paix en Côte d'Ivoire tant que Gbagbo ne revient pas. Oui. Donc, prenez ça aussi en compte. Le Cameroun n'est pas très différent de la Côte d'Ivoire dans la mentalité. Quand Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire, vous avez vu que les choses ont changé un peu dans le cadre de la réconciliation. Vous appelez à un retour d'Issa Chiroma? Oui, oui. Moi, je crois qu'il a sa place dans le cadre de la réconciliation des Camerounais. Parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Dans le cadre de l'apaisement, même dans le cadre de la sécurité, et je ne sais pas, on en a besoin de lui. Parce qu'il a des gens qui l'ont voté. Même si il a franchi, comme tu voudrais le dire, franchi, c'est quoi? La ligne rouge. La ligne rouge, je ne sais pas qui l'a tracé effectivement. Bon, elle peut exister, mais je ne sais pas qui l'a tracé. Mais je dis seulement que le président de la République a souvent dit qu'il est un mendiant de la paix. Un légaliste surtout. Oui, mendiant de la paix. Il a toujours dit qu'il aime l'apaisement. Alors, nous sommes en train de le regarder là maintenant. C'est maintenant qu'il doit nous montrer tout ce qu'il a eu l'habitude de dire. Donc, qu'il nous montre effectivement qu'il est un mendiant de la paix dans son pays déjà, qu'il est pour l'apaisement, qu'il est l'homme de rassemblement. Voilà le moment. Le Camerounais le regarde. Il a prêté serment hier et nous sommes en train de le regarder et nous attendons. Parce que ça, c'est son premier chantier. C'est son premier défi. Oui. C'est lui de réconcilier les Camerounais. J'ai commencé par vous dire au départ qu'il y avait un autre défi de réconcilier les morts et les vivants. Qu'est-ce qui divise les Camerounais, M. Jacques Itemboté? Qu'est-ce qui fondamentalement fait à ce que les Camerounais ne puissent plus se regarder en odeur de sainteté? Y a-t-il cette division sur des aspects politiques? Y a-t-il cette division de classe où certains estiment que d'autres, une minorité, auraient pris tous les avantages de la République en otage? Qu'est-ce qui divise, selon vous, les Camerounais? Il y a un problème, c'est qu'il y a une division des Camerounais qui est quelque part tribale. Oui. Alors que cette division n'avait pas sa place ici. Parce que tous les Camerounais souffrent partout où ils sont. Parce qu'il y a une clique de gens. J'ai appelé ça, comment j'ai appelé, le pays des gens qui restent dans le même poste pendant longtemps. Vous imaginez, monsieur le journaliste, que quelqu'un peut mettre à un poste de ministériel ou de directeur général 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Oui. Mais parce que vous n'êtes pas là aussi, vous n'êtes pas Camerounais aussi, parce que vous ne méritez pas aussi
Et ça frustre les autres Camerounais. Et vous voyez ces choses comme ça là, où, bon, moi je ne sais pas, mais où quelqu'un est resté là. Si, je suppose, hein, que hier, vous m'avez nommé ministre, vous, et M. Essomba est là-dedans, dans ce ministère-là. Dès que je suis arrivé, j'ai indexé M. Essomba. Ça veut dire que pendant les 30 ans, les 20 ans, je ne sais pas combien d'années que je vais rester dans ce ministère, M. Essomba, sa carrière est brisée. Il faut apprendre à changer un peu. Le président a été élu. Mais les ministres et autres n'ont pas été élus, n'ont pas de mandat. C'est le président qui a le mandat. Oui. Donc on enlève que les ministres ont un mandat. Parce que c'est ce qu'on constate au Cameroun, comme le chef d'État vient d'être élu là. Le mandat des ministres, c'est aussi des directeurs généraux, 7 ans. Merci, M. Jean-Guetté Mouté. On va prendre une minute pour accueillir justement un autre monsieur le maire qui nous a rejoint sur ce plateau. Saint-Éloi Bidou, vous arrivez tout essoufflé dans nos studios. Vraiment, j'avoue que pour arriver ici, il m'a fallu faire beaucoup d'acrobaties. La ville est complètement bouchonnée. Oui. J'ai dû passer par aller recommencer de l'autre côté, ainsi de suite. Mais j'ai dit que... L'essentiel, vous êtes là? Oui. Vraiment, toutes mes excuses à vous, millions de téléspectateurs. Alors, on ne va pas justement vous laisser souffler, le rythme va continuer, puisque nous sommes là au cœur du déroulé de cette cérémonie de prestation de serment du président Paul Biya. On est en plein dans le discours justement d'investiture qui a amené le président à prendre un certain nombre d'engagements. Alors, avec vous, on prend le premier aspect, l'aspect politique. On évoquait avec monsieur le maire Jacques Yetemboté l'aspect du deuxième arrivé au terme de cette présidentielle, Issa Tchiloma Bakary, qui est hors des radars du grand public. On questionnait le fait que l'apaisement et la sérénité souhaités par le président élu, le nouveau désormais président de la République Paul Biya, est-ce qu'on parle d'apaisement lorsque le deuxième à la présidentielle est porté disparu? Je crois que le Cameroun a toujours eu un problème de paix. Nous sommes en guerre dans le Nouzo, nous sommes en guerre dans l'extrême nord, et voilà un nouveau front qui s'ouvre du fait d'une présidentielle contestée. Vous pensez qu'il y a un front qui s'ouvre? Oui. Quel front s'ouvre? Ce serait trop naïf de penser que un monsieur qui est allé jusqu'à ce niveau-là, c'est toujours la même technique d'endormissement. On vous a endormi. J'ai voulu développer cette thèse-là sur votre plateau une fois, en faisant savoir que le RDPC avait pensé qu'il faisait un concubinage incestueux avec le FSNC pour aller préparer le terrain pour empêcher Kamto et Cabral Libi de prendre la place. On a cru que c'était ça. Mais alors que M. Chiroma était dans un autre pacte avec Kamto et les Français. Oui. Bon, vous voyez, donc c'est un front qui s'ouvre et c'est une plaie qui est extrêmement béante. Donc il ne faut pas penser que ça s'est arrêté comme ça. Non, d'ailleurs, hier à Garoua, on a brûlé c'est le lot quotidien. À l'extrême nord, il y a les domiciles. C'est pour vous dire que sont saccagés. C'est ça le terrorisme. C'est ça le terrorisme. C'est-à-dire que terrorisme, c'est l'arme du faible. Oui. Et qui doit absolument faire peur à celui qui est fort. Et la mener à reculer. Donc des actes comme cela, on les aura. Et puis, il va falloir se défendre. Bon, on a eu à combattre déjà Boko Haram avec les armes conventionnelles. Nous avons gagné. Et ce qui commence là, il faut ouvrir les yeux et il faut y aller. Donc, la paix des cœurs est très importante. Les gens parlent de tribalisme, on vit avec le tribalisme. On vit avec le tribalisme. Le président Biya, lui, je peux mettre ma main au feu qu'il n'est pas tribaliste. Oui. Je tiens ça de deux choses. Un ami qui était à l'Assemblée a fait un voyage à Dakar
avec le président Kavaï. Ils ont rencontré le président Ijo. Et lui, il a assisté à la conversation. Et il a demandé à Ijo, mais pourquoi vous avez choisi Paul Biya? Pourquoi pas un autre? Ijo lui a dit, j'ai choisi Paul Biya parce que il n'est pas tribaliste et il est le moins intéressé par les biens. Oui. Donc, il y a ça. Et le deuxième élément que je tiens, c'est que le président Biya gouverne quand même. C'est-à-dire que, au-delà de ce que les réseaux sociaux veulent nous faire croire, il gouverne le Cameroun avec les Camerounais. La première personnalité est Boulou. La deuxième personnalité de la République est Bamileke. La troisième personnalité de la République est du Grand Nord. Est-ce que cela suffit encore à combler les frustrations du peuple? Qu'il y ait cette représentation au niveau des appareils et de pouvoir? Non, est-ce que ça suffit? Il faut compter avec ça. De toutes les façons, tu ne peux pas gouverner le Cameroun autrement. Mais il le fait. Si ces hommes sont mauvais, ça c'est une autre question. Oui. Mais contrairement à l'image que les lanceurs d'alerte, les éclopés intellectuels qui évoluent dans les réseaux sociaux là, veulent faire croire que les bêtis sont en train de gérer le pays. Non. Le président Biya gère le pays avec tout le monde. Alors, restons pour sortir sur la question, les questions politiques qui peuvent être adossées à des questions de sécurité. Le président est sorti par sa célèbre formule, l'ordre régnera, on peut dire par tous les moyens. Est-ce que vous pensez que cette formule-là, lorsque l'on observe et questionne l'environnement socio-économique, l'environnement politique, l'environnement sécuritaire, avec ce que vous-même avez dénoncé sur ce plateau, ces saccages de maisons de personnalité, ces saccages d'institutions, pensez-vous que la formule-là sera encore justement de la part du président opérationnel? Non, je crois il fallait qu'il le dise. Il fallait qu'il le dise. L'État doit être rassurant. L'État doit assurer. Si un seul instant, les Camerounais ont le sentiment que l'État ne peut pas les défendre, ne peut pas les défendre énergiquement, je crois que c'est la débandade. Oui. Donc, je crois que le président a eu raison de le dire. Il faut reconnaître que les uns et les autres sont allés très loin. Il y a eu des morts. Il y a eu des blessés. Il y a eu des gens qui ont tout perdu. Mais alors tout, la facture, on l'adresse à qui? Aux hommes politiques, à vous les politiciens. Non. Il faut bien établir les responsabilités. Donc j'espère que sa phrase, l'ordre régnera, je compléterai, comme avait dit le président Ijo, par tous les moyens. Hein? Il aurait dû, il ne voulait pas paraphraser à Ijo, mais l'ordre régnera signifie que on va établir les responsabilités. On va établir les responsabilités. Merci Santelwa Abidou pour ce premier jet. Alors Timothée Somba, on va avancer dans la réflexion. Beaucoup à l'écoute du discours présidentiel ont semblé dubitatifs. Ça a été aussi le cas sur ce plateau. Beaucoup estiment assister à une rhétorique usuelle qui a déjà été plusieurs fois évoquée par le numéro 1 camerounais, les aspects inhérents à l'emploi jeune, les aspects inhérents à la question des femmes, les aspects inhérents justement à la sécurité. Était-on hier dans des redites présidentielles? Non, nous ne sommes pas forcément dans des redites. Mais je vais le redire, puisque la répétition est la mère des sciences. À cérémonie rituelle, rhétorique usuelle. Maintenant, c'est à nous... On peut changer un peu. Non, on ne peut rien changer. On ne peut rien changer. Là, à cet endroit-là, on ne peut rien changer. C'est un rituel qui obéit à une manière de faire, donc à des us. Maintenant, il faut contextualiser chaque discours. Parce qu'en réalité, la pertinence d'un discours réside dans l'environnement contextuel, conjoncturel, dans lequel le discours est appelé à se mouvoir. Le septennat 2018-2025 s'est caractérisé par une flopée de réalisations infrastructurelles et un délaissement du volet social.
On a eu, s'il faut commencer à citer secteur par secteur, je pense que le chapelet sera long en termes d'infrastructures. Je pense seulement le cas du Minepat qui a dénombré 108 projets, routes et ponts réalisés en 7 ans. S'il faut prendre les infrastructures de la Cannes, les stades, s'il faut prendre les infrastructures hospitalières, s'il faut prendre les infrastructures universitaires, on se rend compte que c'est un septennat qui est bardé de réalisations en termes de béton. Mais le volet social a été vraiment à la remorque durant ces 7 ans. 2 petites augmentations de salaire de 5%, corrélées à une hausse du prix du carburant, la couverture santé universelle qui ne bénéficie pas encore d'une loi pour qu'elle puisse véritablement profiter à tous les Camerounais. Le ministre de la Santé se bat comme un beau diable, presque tout seul, pour l'implémenter, alors que sans la loi, c'est très difficile. Pour lui, on se rend donc compte que la grogne observée est davantage une grogne pour l'amélioration des conditions de vie. Lorsqu'on commence à parler des questions d'emploi, des questions de représentation sociale, il faut les jeunes, il faut les femmes. C'est que on a besoin. C'est pas la première fois, même le fonds, le projet inhérent dédié aux jeunes que le président évoque, on en est à se demander que sont devenus les 103 milliards que le président a annoncé il y a quelques années encore mettre à la disposition des jeunes. Est-ce que justement le président, lorsque il s'adresse aux Camerounais, est-ce qu'il mesure toute l'importance de sa parole et est-ce qu'il y a eu des bilans sur certaines paroles annoncées et que justement qui sont restées lettres mortes? Où sont passés les 103 milliards dédiés à la jeunesse? Il mesure pleinement sa parole. 2 indicateurs. Premier indicateur, jeune femme revient 3 fois. Dans son discours, l'expression union sacrée est revenue 2 fois. Il a cette fois-ci prêté serment en commençant par remercier Dieu avant le peuple. Ça veut dire qu'il y a une volonté de catharsis, même mystique et divine, pour exorciser le Cameroun. Maintenant, le deuxième élément, qui est un indicateur, oui, il faut le dire, c'est la sémiotique du discours. On ne peut pas faire comme s'il n'a pas écrit ou lu ces aspects. Maintenant, c'est que il est resté emphatique sur la question jeune qu'il a énoncé déjà à Garoua, qui figure dans sa profession de foi et qu'il a encore énoncé hier. Maintenant, il prend la pleine mesure à quel niveau? Il comble d'abord 2 attentes sociales. Relance des inscriptions en thèse au niveau des cycles des écoles doctorales et relance des concours dans les écoles normales. Ça concerne qui? Ça concerne les jeunes. Et il dit qu'il y aura des réformes qui vont accompagner ces annonces. Et c'est surtout ce volet qui a retenu mon attention. Parce que dire les choses sans questionner le bilan, si lui-même reconnaît déjà, ou alors promet des réformes institutionnelles, il a dit réformes institutionnelles, c'est qu'il est conscient que peut-être ces promesses d'hier n'ont pas trouvé, n'étaient pas en adéquation avec les moyens usités. Il est donc question aujourd'hui, pour que le peuple ne se braque plus en 2032, j'espère que nous serons encore là pour voir les choses se passer, qu'il modifie les moyens. Parce que voyez-vous, comme Descartes a parlé du discours de la méthode, si on n'a pas la bonne méthode, nos intentions seront vaines. C'est la raison pour laquelle il faut mettre beaucoup d'anaphore sur les questions de méthode. Et nous allons faire courir sur le plateau que jusqu'à présent, les méthodes souvent utilisées par le chef de l'État ont porté des fruits relatifs. Il est donc conscient, et nous avec, que les méthodes doivent évoluer. Merci. Le temps pour nous de dire bonsoir et bienvenue à Sylvestre Niek de l'Union des populations du Cameroun, expert financier. J'aime mettre cette casquette en avant, monsieur le maire. Vous m'avez souvent fait le reproche. Je la mets en avant aujourd'hui. Et vous êtes aussi, justement, hier, j'espère peut-être, en fait, je ne sais pas si aujourd'hui elle se poursuit, un soutien du candidat Chiroma. D'ailleurs, est-ce que vous avez de ces nouvelles parlant de lui? Bon, bonsoir, merci de m'accueillir sur votre plateau. Je ne cherche pas de nouvelles de M. Issa Chiroma. Vous n'en avez pas... Parce que j'étais son soutien pour les élections présidentielles. Oui.
vraisemblablement, ils sont derrière nous. Le présidentiel est achevé. Voilà. Donc, on va donc je rappelle que pour mon cas particulier de l'UPC... Non, moi je vais faire une précision. Non, je finis. Pour ma réalisation. Non, qu'il laisse en l'état. D'accord. Je ne me dédie pas. Je me dédie pas. Rassurez-vous. Je soutiens Tiroma dans le cadre. C'est pour ça que je voulais expliquer. Oui, nous avons une convention avec lui qui tenait et sur les élections présidentielles et sur l'après, que je n'évoquerai pas ici. Okay. Maintenant, je ne cherche plus le candidat aux élections présidentielles. Je ne cherche pas de ces nouvelles. Parce que dans tous les cas, nous sommes passés à autre chose désormais. Oui. Il faut que ce soit clair. Mais ça n'enlève rien au soutien que nous lui avons apporté lors des élections présidentielles. Rien du tout. Alors, on est justement sur cette cérémonie de prestation de serment du numéro 1 camerounais. On a, au-delà du rituel et de toute la symbolique, on est en plein cœur sur les engagements de Paul Biya. D'abord, vous avez suivi le discours du président. Qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que vous avez toujours, vous en tant que Camerounais, est-ce que vous croyez toujours en la puissance de cette parole et en la profondeur de cet engagement? Lorsque les Timothée et Somba écriront un jour certainement, c'est l'anthropologie des discours de Paul Biya. Je pense qu'on se comprendra mieux. Parce que moi, j'ai écouté chaque fois qu'il a prêté serment. Oui. Je l'ai écouté tous les 31 décembre. Je l'ai écouté tous les 10 février. L'impression que ça me donne hier pour le cas précis, c'est que j'ai vu un homme qui, au-delà de son aspect hagard au début, il faut le dire. Hagard? Oui, il faut le dire clairement. En français facile. C'est peu dire. Il me semblait perdu au départ. Perdu? Oui, parce qu'il se demandait pour quelqu'un qui a prêté serment avant 8 fois. Faut-il se lever ou pas? Il sait bien de quoi. Ça veut dire qu'en fait, c'est normal. J'en parlais la nuit avec mon ami Timothée Somba, qui me reproche d'avoir vu que ça. Je lui ai dit, effectivement, j'ai tout vu, parce que j'ai tout regardé. Mais c'est pour ça qu'il dit, au-delà de l'aspect hagard du début, il s'est remis. Et j'ai vu un homme, je peux dire lire. Parce que moi, j'ai beaucoup de personnes politiques qui lisent. À aucun moment donné, il n'a levé la tête de ses bords. À aucun moment. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'écris pas mes allocutions au peuple. Parce que je veux répondre à l'instant. C'est-à-dire, si vous avez fait une grimace, je réponds à ça. Si j'écris ça, je ne peux pas dire ça. Si les gens que j'attendais sont absents, comment je fais? C'est autant de choses. J'ai vu le président lire, et ça sans s'arrêter. Il faut vraiment l'apprécier. Oui. Bon. Il a lu tout son discours. Et moi, l'impression que j'ai eu, c'est qu'il était à un moment donné lucide. Pendant la lecture. Il était hagard au début, mais après se retrouver. Il était lucide pendant la lecture. J'ai eu l'impression que l'anthologie des discours que Timothée Somba écrit va mieux nous éclairer. Parce que j'ai eu l'impression que j'avais écouté ça plusieurs fois. Mais l'impression qui est grave, c'est que j'ai eu l'impression que le président découvrait ses charges. Voilà un président qui a depuis 43 ans. Et qui vous dit qu'il mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend. Non. Peut-être la situation d'aujourd'hui est plus délicate que celle d'hier. Je sais pourquoi je dis ça. Parce qu'en réalité, lorsqu'un homme peut se vanter de son bilan, comme Timothée Somba le dit, il a dit que si on comptait les infrastructures, on ne s'en sortirait pas. On commencerait aujourd'hui qu'on n'en finirait pas jusqu'à lundi prochain. Il semble. Le président lui-même reconnaît que le peuple n'est pas content. C'est lui qui le dit. Oui. Malgré ce que Timothée Somba dit. Non, le social. Le social a été... Je rappelle que les infrastructures participent du social. Vous ne pouvez régler aucun problème social sans avoir réglé préalablement les problèmes infrastructurels. L'infrastructure, c'est quoi? C'est la route, c'est l'eau, c'est l'électricité. C'est ça ce qui sont... En fait, l'infrastructure qui ne parle pas au peuple. Vous ne pouvez faire que qui ne parle pas au peuple. Le stade de l'Embe, par exemple. Voilà quelque chose. Vous croyez que le football, c'est bien pour le peuple? Mais l'infrastructure... C'est devenu le stade, mais c'était le complexe sportif Paul Biya. Il faut le dire clairement. C'est un échec. Le président lui-même le reconnaît. C'est-à-dire lorsqu'il dit qu'il mesure l'ampleur, ce qu'il attend. Il sait lui-même, et Timothée Somba l'a dit, c'est pas moi peut-être sans le vouloir, le président n'est pas content de son bilan. Il est conscient, et c'est trop visible, que ce qui s'est passé n'est pas tant l'amour ou le désamour comme pour lui, mais c'est un peu la déception du peuple. À ce niveau-là, là on doit faire chorus. Contrairement à ce que mon ami se pense, on doit faire chorus. Que le peuple souffre, y compris lui. Et le président a échoué, parce que lorsqu'il dit il y a une quinzaine d'années... Le président a échoué? Mais lui-même le dit. C'est pas moi qui dis, le président a fait son bilan lui-même, en disant, qu'est-ce qu'il nous faut?
Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas pour mériter? C'est-à-dire, en fait, en termes de rendu, nous avons, en termes Cameroun, investi énormément d'argent dans les infrastructures. Ça, il faut le reconnaître. Oui. L'indicateur, c'est le volume de la dette. C'est ça l'indicateur. Mais le rendu, 13 000 milliards. 13 000 au moins. Parce que 1 000 milliards ont été remboursés le tout à mois fait. dernier. Donc j'ai dit, le rendu, en termes d'infrastructure, est pratiquement nul. Et pire que ça, il est battu de tricherie. Ça veut dire quoi? J'ai fini. Oui. Dans une mission, vous permettez. Lorsque le président base le dernier septennat, non, le discours du 31 décembre, il avait besoin de sens économique sur les mines. Je rappelle que pour faire les mines, il faut un certain nombre de choses que nous n'avons pas. Aucun pays où le transport les mines avait sur la route. Le président savait que lorsqu'on faisait le complexe industriel portuaire de Kribi, ce n'était pas un simple port qui serait la simple continuité de la route. C'était un complexe industriel. En réalité, en termes de fret financier, il était question de baisser les coûts de fret, de manière que les gens transforment à l'intérieur du port et exportent la matière finie. Et pour le faire, il fallait la voie ferrée que nous n'avons pas. Il fallait la route qui n'existait pas. Dans ces conditions, un projet, c'est un éléphant blanc. Là, on a passé les marchés, chacun a pris sa commission et c'est zéro. On prend la même chose avec l'autoroute. Lorsque vous voulez une économie compétitive, parce que le corridor Douala-Bangui-Douala-N'Djamena rapporte de l'argent au Cameroun, il est question d'être compétitif. Lorsqu'un camion fait sur 240 km, 7 heures de temps, 8 heures, on n'est plus compétitif. En réalité, c'est un échec. Vous ne pouvez donc pas avoir, pas d'électricité, pas d'eau. Quand je dis pas, il y a quand même des guillemets à mettre. Oui. Hein, pas de route et régler les problèmes sociaux. Vous faites comment? Même si vous avez les meilleurs hôpitaux du monde, s'il n'y a pas la route pour y aller, vous faites comment? C'est ça le problème. Donc, si Timothée Somba fait volonté, parce que je le comprends, hein, c'est un garçon très intelligent. Lorsqu'il décide de la mettre au service du mal, c'est très grave. Merci. Merci. Il dit, je le rejoins sur le problème de la méthode. Voici quelque chose que je vais faire une sorte de dénonciation. Ok, d'accord. Nachtigal aujourd'hui produit près de 500 MW qui sont là. Mais les lignes de transport qui permettent d'injecter l'énergie de Nachtigal dans le réseau sont absentes. Le gouvernement camerounais paye 10 milliards de pénalités par mois à ceux qui ont construit Nachtigal. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, le Cameroun doit 177 millions de dollars. Pour une infrastructure, c'est un éléphant blanc en réalité. Qui produit le courant, mais qu'on ne peut pas utiliser à cause de deux acteurs. Je vais les citer parce que là, on va dire la vérité. Oui. Sonatrel et Eneo. Il faut continuer les autres barrages. Merci. Donc, là, c'est quoi? Ça veut dire que c'est la méthode qui n'a pas été bonne. Il aurait mieux valu construire les lignes de transport avant de construire le barrage. Merci. On va prendre l'avis de M. Temboté sur un autre aspect qui a été évoqué par le chef de l'État. On parle là de la gouvernance. Il est toujours revenu sur la formule usuelle. La lutte contre la corruption va s'intensifier, elle va s'amplifier. Là encore, les Camerounais qui justement ont mis beaucoup d'espoir dans cette orientation présidentielle lors des précédents discours, sont restés sur leur faim. Est-ce que pour une fois, lorsque le président dit que la lutte va s'amplifier, il y aura véritablement la mise en œuvre opérationnelle de l'orientation présidentielle? Bon, je ne sais pas qui déjà va mettre ça en pratique, parce que quelque part, comme si tout le monde était concerné, mais je voudrais, avant de continuer, dire que en 2032, oui, on sera à 3 ans de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. C'est ça, non? Ce n'est qu'un horizon. Est-ce que nous sommes... L'horizon asymptotique. Moi, ce qui est en train de me plaire, parce que hier, je pensais que le président Biya ne sera pas là en 2035. C'est pour ça qu'il avait mis ça en 2035, donc il ne sera pas comptable. Mais je suis en train de constater que 2032, il sera à 3 ans. Donc c'est possible qu'il soit là. Qu'il soit là encore. Je le souhaite. Qu'il soit là encore. Donc pour dire que nous avons régulièrement suivi le président de la République parler de la mauvaise gouvernance, parce qu'il a souvent dit lutte contre la corruption. Mais il y a aussi des moments où des gens ont montré, ont présenté des preuves de corruption et autres. Nous n'avons pas vu la réaction du chef de l'État. Nous connaissons ce qui s'est passé avec le Covid et autres. La Cour des comptes a présenté
la situation. La Chambre. Oui. La Chambre, pardon, a présenté la situation. Oui. À ce jour, dans des noms précis, les montants. À ce jour, c'est comme s'il n'y a jamais rien eu. Et on a plutôt l'impression que la bagarre qu'il y a eu lors de ces élections-ci, c'était pour tout faire pour qu'on soit toujours là et ne pas être concerné par cette éventuelle lutte contre la corruption qui concerne les points, dont le point que je viens de citer. À ce niveau, vous, selon la lecture qui est la vôtre, c'est que le président est resté dans une formule consacrée qui ne sera malheureusement pas entourée ou alors marquée du saut opérationnel, qu'il est resté dans les formules, dans la rhétorique présidentielle. J'ai demandé qui va mettre tout ça en application aujourd'hui. Oui. Moi, je ne sais pas. Puisque tout le monde semble être concerné. Et tout le monde semble... quand je dis tout le monde, nous tous, hein, donc y compris vous et moi, tout le monde semble être concerné. Et on a l'impression qu'on fait tout pour que rien ne bouge, oui, pour qu'on aille vers ce côté-là. Je me demande donc comment le chef de l'État pourra mettre tout ce qu'il dit là en application concernant cette lutte contre la corruption. Il va utiliser quoi? La CONAC? Mais la CONAC existe. Il va utiliser quoi? La NIF? Il va utiliser quoi? Comment on appelle la Chambre des comptes? La Chambre des comptes, le Conseil... comment on appelle? Discipline budgétaire. Non, l'autre là... le COMSUPE. Le TCS. TCS. Je ne sais pas qui va faire appliquer ça. Ça va partir d'où pour arriver peut-être au TCS? Ça va partir d'où pour arriver à tel endroit? Non, nous sommes bloqués. Nous pensons nous pensons que si réellement le chef de l'État veut mener la lutte contre la corruption, il doit faire un effort de revoir sa propre gouvernance. Ça veut dire qu'il doit prendre des nouvelles personnes, les mettre en place et leur donner des orientations à cet effet. Mais si c'est la même chose, parce que le président a un mandat de 7 ans, les ministres aussi vont avoir un mandat de 7 ans, je ne sais pas comment les uns vont combattre les autres. On a vu ça dans d'autres milieux, oui, que par solidarité de corps. Lui, on l'avait appelé à un moment à la solidarité gouvernementale. Oui, il y a une mauvaise solidarité là-dedans. Ça veut dire que vous voyez que quelqu'un est en train de gêner même le fonctionnement du gouvernement. Mais comme c'est votre collègue ministre, vous restez calme. Alors, je disais concernant la lutte contre la corruption, je ne sais pas. Bon, j'attends comme vous. Chacun verra soleil à sa porte. Alors, je reste avec vous, monsieur le maire de Saint-Éloi Bidon. Le président s'est exprimé, mais sur le plateau, on semble faire chorus pour une fois sur l'urgence ou alors la nécessité d'un renouvellement justement des bras ouvriers du président. Est-ce que moi je ne crois pas. Le remaniement ministériel, permettez à M. le maire Bidon de répondre, qui est tant souhaité par une certaine frange de la classe politique au Cameroun, serait la solution pour faire bouger le mammouth ou alors démarrer les choses, puisque M. le maire était sur le plateau, estime qu'on ne bouge pas, le président parle, rien ne change, l'appareil semble sclérosé, ou alors l'appareil semble un appareil destiné à s'entraider sans faire bouger les choses au Cameroun. Est-ce que l'urgence n'est pas à un remaniement ou alors justement un renouvellement de la classe politique tout simplement? Quand j'ai écouté M. Timothée Somba tout à l'heure, il nous a tellement vanté les réalisations du président. Il faut maintenir les gens qui ont réalisé. Au cours des 7 ans qui se sont écoulés. Quand si j'ai menti à ce qu'il a dit, il n'y a pas de nécessité à faire un remaniement. Ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé. Mais le président, la preuve c'est que ils ont passé quand même 7 ans. 7 ans sur place. Pour les derniers. Et il y en a qui cumulent 50 ans de gouvernement. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà ministres au temps d'Aïdjo. Et ils continuent à être ministres pendant 43 ans. Et il y a les réalisations. Et les exemples sont légion. Non, il faut être sérieux. Les élections sont terminées. Le président a gagné. Il faudrait qu'il écoute ce que le peuple lui demande. Le peuple lui demande aujourd'hui de se munir d'un cacheur et de nettoyer l'écurie d'Augias
qu'il a placé comme gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai dit, le président a-t-il gouverné pendant les 7 ans qui sont passés pour penser que il va mettre de côté ceux qui ont gouverné à sa place? C'est vous qui le dites. Non, non, de toutes les façons, non, il faut pas, il faut être très sérieux. Le président est, je dis, les élections sont terminées, il a gagné et il faut avoir des mots durs vis-à-vis de lui. Peut-être que ça va le sortir du coma politique dont il est victime. Dont il est victime. Le président, on attend de lui qu'il change les hommes. D'abord les hommes. Et si vous regardez bien, le président est très contesté. Les gens ne veulent pas le dire, mais ils le voient et le vivent. Même le RDPC a voté contre lui. Quand vous vous en tenez au genre de calcul de l'arithmétique, des équations paramétriques qu'ils ont passé le temps à nous vanter avant les élections, vous vous rendez compte que le président est lourdement contesté. En 1992, le président avait eu 35% pour gagner une élection. En 2002, en 2011, le président était déjà à 77%. En 2018, il était à 71%. En 2025, il est à 53%. Qu'on lui conteste d'ailleurs. Qu'on lui conteste d'ailleurs. Si vous faites une équation en soustrayant la réserve MINDEF aux élections, la réserve ELECAM aux élections, la réserve MINAT aux élections, la réserve... Qu'est-ce que vous mettez en réserve? Ceux qui accompagnent le chef d'État, qui doivent le voter normalement. Non, je voulais être un peu précis. Je crois que si on n'avait pas eu ces réserves-là, je crois que le destin du Cameroun eût été changé. Il faut pouvoir se le dire en se regardant droit dans les yeux. Parce que tous ceux qui accompagnent le président sont politiquement insolvables et les Camerounais l'ont fait savoir. Oui. Et ils l'ont fait savoir et de manière sévère. De manière sévère. Il faut donc que le président, puisque c'est lui qui fait et défait ces hommes qui sont hautement contestés, un remaniement ministériel à large échelle est un impératif catégorique. Alors, vous proposez des technocrates à la place de politiques, ou alors, puisque justement vous avez fait écho de certains de ces politiques-là qui ont été battus sévèrement pendant l'élection dans leur zone d'origine, vous proposez des technocrates à la place? Je ne sais pas ce que vous appelez technocrate ou politique. Est-ce que c'est incompatible? Je ne sais pas si Famendongo est un technocrate ou un politique. Je ne sais pas si Grégoire Oula est un technocrate ou un politique. Je ne sais pas. Non, 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 non. Ça, ce sont des artifices. Non. Nous savons que dans tel domaine, on ne peut pas avoir dans un gouvernement des hommes qui ont été indexés par l'organe compétent, de pillage et de saccage des biens de l'État. Et puis, on vous dit que ce sont ces hommes-là qui vont reconduire la campagne du président. Et après, vous pensez que le président, qui n'a même pas participé à sa campagne, en fait, il a fait un discours à Maroua, pour meubler le temps, il a dormi à Maroua, et puis, il est revenu, et il a été réélu. Et ce sont ces hommes qui étaient à la manœuvre. Vous pensez vraiment que, même si il est... Non, il faut que le président comprenne quelque chose. La ruse en politique, c'est bien. Mais, à un moment, il faut se défaire de la ruse pour jouer franc jeu. Parce que le président nous a toujours eu avec la ruse. Le discours que vous avez entendu là, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'il évoluait, j'étais en train d'anticiper sur ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va dire. Donc,
le disque est rare, le disque n'est pas nouveau, il faut changer de musique. Merci, merci. C'est un impératif. Saint-Éloi Bidon, une ou deux réactions avant la prochaine prise de parole. Bonsoir Stéphane et au panel. Et il me semble que M. Bidon était drastiquement opposé à la candidature de M. Biya. J'ai réécouté la profession de foi du président de la République en 2018. Je peux aussi faire une liste de promesses que le PR a fait aux Camerounais et aussi à la diaspora. Semble-t-il en 2012, 13 ans après, rien. Il y a 40 ans, on allait de Douala à Bafoussam en 3-4 heures. Aujourd'hui, c'est le double. Idem pour Yaoundé-Douala. Au 237, plus de 35% de la population vivent sous le seuil de pauvreté. Et mon cher Essomba et ses collègues d'une chaîne là parlent de 178 projets pour un pays, 180 projets en 7 ans. C'est ce que certains font en un an. C'est triste. Et sans que beaucoup de Camerounais vont encore aller mourir dans le désert. Je vais m'arrêter là pour la contribution. Bonsoir le panel. Belle émission que je regarde d'ailleurs tous les soirs. Je voudrais dire au monsieur en costume bleu marine qui pense que monsieur Issa Chiroma a sa place dans notre gouvernement, qu'il se trompe. Pas dans le gouvernement, qu'il corrige ce que j'ai dit. J'ai bien dit qu'il a sa place dans la réconciliation. Dans la table républicaine. Dans la table républicaine de réconciliation. C'est un Camerounais. Il a été voté par 35% du peuple camerounais. Donc tant qu'il y a réconciliation, il faut associer tous les Camerounais, de bonne ou de mauvaise foi. C'est ça qu'on appelle la réconciliation, parce qu'on associe tout le monde. Pas dans le gouvernement, parce que je ne fais pas le gouvernement. Le président Biya peut toujours le nommer, ça les regarde. Mais je dis, en ce qui nous concerne, nous le peuple, nous le peuple, nous avons voté, certains pour le président, oui, d'autres pour les autres. Il a aussi été voté et il mérite d'être sur la table de réconciliation nationale. Merci. Parce que beaucoup ne l'ont pas voté, parce qu'il est intéressant ou parce qu'il peut mieux gérer que le président Paul Biya, mais ils l'ont fait parce qu'ils aspirent au changement de personnes à la tête de notre pays, qu'au changement de système et d'autres par tribalisme. Sinon, un Camerounais qui aime son pays ne voudrait jamais remplacer le président actuel par quelqu'un comme M. Chiroma. Merci Clara pour la contribution. Je préfère ne pas relayer le reste. On prend rapidement une ou deux. Bonsoir à tous sur le plateau. Quand j'écoute certains de vos invités, vraiment je me pose la question de savoir si c'est la première fois qu'ils écoutent le président Biya. Le problème, c'est dans le président lui-même, car point de vedette que lui dans son règne. Les ministres ont bien envie de travailler, mais ils ont peur d'être célèbres au point de ravir la vedette au patron. Et si un ministre commence à devenir le chouchou du peuple, son dossier sale surgit et l'ancien surgit et direction Kondangui. L'ancien premier ministre et Noni Ephraim en a subi. Bon, c'est vous qui le dites. Bonsoir le plateau, je suis Calix de Messamondongo. Pour moi, les 7 dernières années du mandat du président Biya sont des échecs cuisants. En 7 ans, aucun remaniement du jamais vu. Encore un mandat de souffrance. L'usure du temps fera le reste. Mais on a vu un homme perdu. Monsieur le maire Niek l'a dit sur ce plateau. Qui s'est retrouvé? Mais c'est à lui qu'on confie le Grand Cameroun. Honte à nous, peuple camerounais. Non, madame, vous ne pouvez pas dire ça. Pas honte au peuple camerounais. Bonsoir panel, s'il vous plaît, où en sommes-nous avec le discours du chef de l'État sur la question de l'interpellation des coupables sur les biens publics? Ici, je parle des pilleurs de la République. Alors, Timothée Somba, beaucoup de choses ont été dites par le numéro 1 camerounais. Il est aussi revenu sur les situations au nord-ouest et au sud-ouest. Il en a appelé justement ceux-là qui sont toujours hors de la grande tribune républicaine à rejoindre la République, puisque il faut se parler, puisque justement aucune voix n'est de trop. Il a assisté le DDR qui justement œuvre à la réinsertion de cela. Pensez-vous que le discours présidentiel qui a été prononcé concernant justement ces régions-là aura la chance d'être suivi cette fois-ci, après le grand dialogue, après les instruments, après le statut spécial? Est-ce que cette fois-ci, on aura un bougement de ligne de ce côté où justement il y a encore quelques tensions? Stéphane Barga, chaque jour qui passe, il y a un jeune Camerounais qui a 20 ans. Le discours du président doit donc être un discours adapté à son époque. Et il se veut hybride, oui, qui parle aux anciens et qui parle à la nouvelle classe. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on fasse d'amalgame. L'enfant qui a 10 et demi sur 20, celui qui a 14 sur 20, celui qui a 18 sur 20, ont tous réussi. Parfois même, on passe avec 9 forts
On a connu le 9 fort. Vous êtes enseignant, monsieur. On a connu... Monsieur Bidou, on a connu... pas affirmer un truc de 9 fort. On a connu le 9 fort au Cameroun sur la base du livret et de l'âge. Est-ce que c'est une référence, Timothée? On a même connu des mentions en faculté de médecine qui n'existent pas dans la graduation. Le débat d'aujourd'hui se veut un débat de gentleman. Allons-y dans cette logique. Alors, je ne sais pas sur quelle base on juge le président Biya pour dire échec. Ça, alors. On juge l'efficacité ou on juge l'efficience. Toutes les infrastructures que j'ai citées sont visibles. Ah bon? Elles sont visibles et opérationnelles. Elles sont productives pour le peuple? Elles sont productives. Est-ce que les 10 hôpitaux régionaux ne fonctionnent pas? Monsieur Somba, on va me couper. Ça va m'empêcher de j'ai pris des notes. Le plan triennal, j'ai 102 milliards. Il est où? Il y a 1000 milliards du plan d'urgence. Du plan d'urgence. On ne peut pas débattre. Aujourd'hui, il y a combien de milliards qui ont été mis pour le plan d'urgence de réhabilitation des routes dans la capitale. Vous avez vu ça avance? Monsieur, je crois que je peux reprendre ma parole. Le projet de raffinerie de Kribi, oui. Le chantier est là. Le projet des dépôts pétroliers de Kribi, de SNH, le chantier est là. Les projets sont visibles. Si on parlait des stades, des infrastructures, c'est pour ça que moi je reste sur la méthode. Pourquoi ces infrastructures visibles? Et je n'ai pas dit que tous les projets ont été réalisés. Jamais. Et les projets n'ont pas été réalisés parce qu'il y a des pesanteurs. Il y a des pesanteurs de gouvernance et il y a des pesanteurs de crise. Quand vous avez la guerre sécessionniste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la paix empêche l'absence de paix empêche la réalisation des projets. Lorsque vous allez dans l'extrême nord, alors, vous avez le président qui demande je suis en train de répondre à vos questions. Moi, j'ai posé une question précise sur le nord-ouest. Je suis en train de répondre à vos questions. Timothée Somba. Lorsque vous allez à Maroua, il y a au moins 3 projets. Il y a Viva Logon, il y a le plan du financement de l'emploi jeune là-bas. Pourquoi ces projets n'ont pas fonctionné? Parce qu'il y avait absence de paix. Dès que la route Mora-Dabangi Kousseri, dès qu'une entreprise commence les travaux, il y a invasion Boko Haram. Heureusement que plus de 120 Boko Haram ont été neutralisés avant-hier par le BI. Et c'est le lieu pour moi de féliciter le BI qui a compris qu'il faut droniser la bataille à ce niveau. Donc on ne peut pas faire juger un mandat sans tenir compte des pesanteurs. Il y a des pesanteurs. Maintenant, lorsqu'on parle du score, faisons attention. Le président Paul Biya a 53% sans alliés de poids. Les 2 alliés de poids sont partis. Ça veut dire que ce sont ces alliés-là, le pourcentage que ces alliés lui donnaient, ils se sont arrogés à eux-mêmes ce pourcentage. Oui. Donc je préfère un président Paul Biya qui gagne à 53% sans alliés de poids, parce que les PADEC et autres, c'est des partis que j'estime fantoches, qu'un président Paul Biya qui gagne avec des mauvais alliés qui ont été au gouvernement, qui n'ont rien foutu et qui sont allés avoir le 45%. Un Camerounais normal qui veut le bien du Cameroun ne pouvait pas voter le FSNC ou Bérobouba. Quand ils étaient ministres, ils ont foutu quoi? Rien, absolument rien. Alors, c'était notre débat. C'était notre débat. On parle de... Vous parlez des régions du Nord, est-ce que l'appel peut être suivi? L'appel est déjà suivi. La route Babadjou-Bamenda fonctionne. Il y a eu élection dans la région du Nord-Ouest. Et je signale quelle route que... Non, elle fonctionne, monsieur le maire. Quelle route? La route Babadjou-Bamenda fonctionne. Non, une partie de cette route. Non, pas une partie. J'y étais. Je parle en tant que témoin au Congrès. Combien de kilomètres ont été goudronnés? Ce n'est pas question de combien. Est-ce qu'on peut partir de Babadjou pour Bamenda? Tout bitume, oui. Oui. On a quand même aussi vu récemment un député qui a été assassiné pour... Mais Stéphane Barry, finalement... Je suis dans le sujet avec vous. Vous ne voulez pas... on me coupe à gauche, on me coupe à droite. Vous aussi, vous me relancez. Je n'arrive même pas à m'exprimer. Allez-y. La route, monsieur Moutouba, moi, je vous connaissais journaliste, enseignant, mais pas homme politique. Timothée Somba. Il n'y a pas de délit. Allons-y. Attends, nous sommes dans une émission pédagogique. Oui. Certains ont opté pour une pédagogie de dénigrement et de critique. Moi, j'opte pour la pédagogie de la vérité. Je n'ai pas dit que tout a été rose. Mais il ne faut surtout pas dire que tout est morose dans le magistère, dans le septennat qui vient de passer.
Est-ce que le nouveau septennat peut s'ouvrir sous des auspices meilleurs? Bien sûr que oui. Le président de la République a tous les leviers en main. Pourquoi il n'y a pas de réforme institutionnelle? C'est vous qui avez mis ces mots dans son discours? Non. Il est conscient que certaines choses, il n'a pas eu 18 sur 20 lors du dernier septennat. Si moi je devais lui donner une autre, je lui donnerais 14 sur 20 lors du dernier septennat. Il faut donc qu'il ait 18 sur 20. Parce que pour soi les attentes des Camerounais, il doit avoir au moins 18 sur 20. Comment avoir 18 sur 20? Certains ont proposé un remaniement, mais vous n'êtes pas dans son logiciel. Moi, je ne peux pas imposer un remaniement. J'attends des réformes. Il faut qu'on sorte d'un gouvernement de moyens à un gouvernement de missions. Il y a des ministères qui se chevauchent en termes de compétences, qui peuvent être jumelés. Oui. Par exemple, parce que la logique du remplacement par personne, dans un système qui lui-même ne répond plus aux attentes, ne va pas améliorer les choses. Il faut d'abord une réforme institutionnelle dans laquelle on va donc mettre de nouvelles personnes. C'est ce que moi j'attends pour que les choses avancent normalement. Merci. Donc, je reviens vers vous plus tard. Monsieur Mboté, urgence de réforme, urgence d'embalayage, urgence de tout finalement au Cameroun. Moi, je crois qu'il faut... Le président a gagné, comme l'a dit le Conseil constitutionnel, il a gagné l'élection présidentielle. Il a tous les leviers en main pour faire avancer les choses. Mais nous avons un problème. C'est le problème là que je pose depuis que nous sommes là. Oui. Qui va implémenter cela? La volonté présidentielle. La volonté, s'il en a, du moins à travers le discours, qui va le faire? C'est les mêmes gens? Non, ils ne peuvent pas. Nous avons fait 7 ans de souffrance, de misère, de frustration. Mais si le président est conscient de cela, parce qu'il a relevé dans son discours, il faut qu'il change de logiciel. Voilà. Il y a eu 7 ans de perdu au Cameroun, de la souffrance. Certains évoquent plus que 7 ans. Oui, bon, prenons ce mandat là, monsieur le journaliste, prenons ce mandat même là, plus proche là. Oui. Regardez vous-même. Si les Camerounais ont voté comme ils ont voté, ça veut dire qu'il y a une sanction quelque part. Les résultats sont là-bas. La sanction n'est pas la punition, monsieur. Oui, d'accord, disons comme nous voulons. Mais nous disons que les résultats sont là-bas, mais la réalité du comportement des Camerounais lors des élections est aussi de l'autre côté. Donc pour dire que les Camerounais voulaient quand même que quelque chose change autrement. Mais si c'est quelque chose n'a pas changé autrement, il faut que le président prenne ça en main et qu'il fasse changer les choses autrement. C'est ce que nous attendons de lui. Tout ce que nous disons là qu'il va faire, il va faire. Il va faire ça comment, avec qui? C'est pour ça que nous le regardons, nous l'attendons. Parce que s'il ne le fait pas, la volonté des Camerounais a été, avant même les élections, qu'il y ait un changement quelque part dans ces pays, des ministres et autres. Oui. Non, les Camerounais ont exprimé ça pendant longtemps. Il ne manque pas de Camerounais pour venir supplier les autres. Il ne manque pas de Camerounais. Monsieur Essomba, on peut bien vous prendre, vous allez le faire. Laissons même les histoires politiques. Disons les choses comme elles sont. Amen, amen. Oui, je serais content qu'on me dise que monsieur Essomba a été nommé. Je sais au moins que quelque part, il y a un changement. Oui. Au moins quelque part, il y a un changement. Et j'ai dit, ce n'est pas une volonté des gens de l'opposition. C'est une volonté du peuple camerounais de voir les choses changer, y compris largement au RDPC. Je disais dernièrement à quelqu'un que moi je connais des gens qui ont voté même contre les partis au cours de ces élections, ceux qui sont du RDPC. Ça veut dire quelque part que et tous veulent que les choses changent. Si M. Essomba est là demain, vraiment, je vous souhaite beaucoup de... Merci. Si M. Essomba est là demain, vous allez voir une autre réaction de la population. Oui. Il faut le savoir. Et que le président tienne compte de ça. Mais s'il ne tient pas compte de ça, bon, je m'appelle. Les populations... Merci. On va signaler... On va signaler à notre réalisation que nous sommes désormais dans les urgences du président. Alors... Monsieur le maire Niek, les urgences du président, le nouveau mandat arrive et il est un mandat de toutes les exigences. Les Camerounais
ont fait passer un message. Ils seront désormais attentifs à la gouvernance, à la gestion et même au déroulé politique. Premier barreau, premier secteur sur lequel on va s'appesantir, ça sera forcément sur des aspects politiques avec les élections qui sont annoncées. Les régionales, c'est bientôt. Les législatives municipales, c'est en 2026. On parle de février. Pour vous, politiquement, quelles sont les premières exigences? Le code électoral vous parle, ou alors, au-delà du code électoral, il y a d'autres aspects de la gestion politique, de la gouvernance politique qui pourraient être améliorés? Stéphane Barga, je vais vous parler avec le cœur. Allez-y. Le Cameroun traverse et vit un dilemme. Nous avons échoué à enlever Paul Biya. C'est lui le problème. Il ne faut pas qu'on se trompe. On a ça. Non, il ne faut pas qu'on se trompe. Les gens disent que le remaniement, c'est leur problème. Moi, je suis de ceux qui pensent que le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. Il y a d'autres qui pensent au contraire. Bien sûr que je respecte, mais je dis, nous avons simplement échoué à l'enlever. Il ne dispose d'aucun levier pour faire aucun quelconque changement. Pourquoi? Première chose, le dilemme, c'est quoi? Vous avez un président qui n'a pas battu campagne, qui n'a pas gouverné depuis 14 ans. Et vous demandez qu'il enlève les gens qui ont gouverné à sa place, qui ont battu campagne pour lui. Est-ce que c'est juste? Ce serait l'ingratitude politique. C'est ça la réalité. Le président n'a pas gouverné depuis 2011. Qu'est-ce que vous mettez en gouverner? Gouverner, c'est donner du travail, c'est l'évaluer et le sanctionner. C'est ça le problème, ça on l'appelle gouverner. Vous avez la programmation et de la planification. Sur le plan opérationnel, si vous avez programmé, vous avez planifié, vous mettez les gens à responsabilité, ils travaillent, vous évaluez et vous sanctionnez. Depuis 2011, le président n'a pas fait ça. C'est quelque chose qu'on ne délègue pas quand on est chef d'État. On ne délègue pas la tenue du Conseil des ministres. Oui. On ne délègue pas la tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Combien de fois ces assos sont tenus depuis 2011? Donc nous sommes dans un dilemme. Le cœur et la haine et la jalousie nous amènent à dire au président, il faut enlever les gens qui t'ont accompagné. Mais en réalité, comment il va faire? Lui qui n'a rien fait, les gens qui ont fait à sa place, même mal fait. Parce que lui n'a rien fait. Les gens ont fait à sa place, ils ont peut-être mal fait. Ils ont battu campagne pour lui, il y en a qui ont perdu, il y en a qui ont gagné. De quel droit, objectivement, il devrait s'en débarrasser? Simplement parce que nous, le peuple, on lui demande ça. Le président, c'est aujourd'hui... Vous prenez dans le statu quo? Non, je suis dans l'embarras. Alors qu'il y a certains milites qui ont été battus dans la région où vous étiez en campagne. Qui véritablement a gagné? Il y a certains qui ont Je prends les noms de Timothée Essomba. amende honorable quand même. Non, je prends les noms de Timothée Essomba. Il dit que lorsqu'un homme gouverne, pour qu'il soit percuté, il y a 18, n'est-ce pas, Sylvain? Oui. Qui a eu 18, Sylvain? Lui, Paul Motaza, mais au Messi. Mais au Messi, je rappelle que... 99%. Wow. Mon PM Indian, 98%. On corrige aujourd'hui, c'est bien. Parce que moi, j'ai entendu 100%. J'avais quelqu'un sur ce plateau il y a quelques semaines qui disait qu'il avait voté à Messi, il n'avait pas voté, mais il avait quand même 100%. Le débat n'est pas là-bas. Non, c'était pas ça. Le débat n'est pas là-bas. Puisque le premier Ndian a 98%. Maintenant, je continue, Stéphane Barga. Je vous ai dit, depuis 2011, que le président n'a aucune raison de se débarrasser des gens qui ont travaillé à sa place. Même si on mal travaillé, parce qu'il n'a rien fait. Maintenant, pour la suite, le deuxième dilemme, c'est que nous allons vers un Cameroun ingouvernable. Et ça, il faut le dire clairement. Ne vous trompez pas. Il n'y a aucun moyen pour le président d'avoir les législatives et les municipales. Aucun moyen. Aucun. Le président sera à la tête d'un pays. Je vous le dis, les résidents ne sont pas un enjeu parce que le code électoral est connu. Oui. Si vous êtes honnête, Timothée Essomba semble souvent honnête quand il veut. Le président a aucun moyen. Les 7 mairies de Yaoundé se tomber dans l'opposition, en fait, dans deux parties de la RDPC. Partout, partout. Lorsque les villes utiles, pas pour dire que ce ne le sont pas, vont tomber en d'autres mains que celles du président, du moins celles de ses hommes, comment va-t-il faire? Lorsque l'Assemblée ne lui sera pas favorable comme il l'entend, comment va-t-il faire? Parce que, en réalité, lorsque vous faites l'analyse structurelle du vote, vous vous rendez compte que le président est victime du mensonge parce qu'il aime ça. Le président, il n'aime pas écouter les voix dissidentes. Le président aime le mensonge, c'est grave. Non, il veut qu'on lui dise ce qu'il aime. Et malheureusement, il aime les choses qui brillent. Et les choses qui brillent ne sont pas toujours or. Ses compatriotes le connaissent tellement bien que personne ne lui dit que ça va mal. Je vais vous prendre un exemple. Vous imaginez que le DGSN, qui est à la tête des renseignements généraux, il y a au moins 360 commissaires spéciaux au Cameroun. Il découvre en 2024, tu es maire, que la route entre Douala et Moutengene est gâtée. Le MINAT a 360 sous-préfets.
une cinquantaine de préfets, n'est-ce pas, 10 gouverneurs. Il découvre il n'y a pas longtemps que la route du Nord, comme le conduisait lui-même, ils sont mauvaises. C'est du mensonge. En réalité, chacun à un moment donné a voulu plaire au président. Oui. Qui en lui disant ce qu'il aime entendre que tout va. Il se rappelle que la route que le président a empruntée pour aller prêter serment était en train d'être faite avant-hier. C'est des faits. Oui. Il aime ça. On a vu les réflexions. La route n'a pas été faite en un jour. C'est la même chose. On a vu les réflexions en plein de On était en train de la refaire. Non, j'ai cette doigt particulièrement. On la faisait un jour, 24 heures avant que le président ne passe dessus. Il aime ça. Comment vous pouvez me dire que le président n'a personne pour lui dire que monsieur le président, ça ce n'est pas vrai? Est-ce qu'un pays existe comme ça? En réalité, les gars sont adaptés au président. Oui. Le président adore qu'on le caresse. Et c'est normal à son âge, hein, Timothée Somba. Lorsque vous aurez 70 ans, que je vous souhaite 80 d'ailleurs, vous n'aimez pas les gens qui viennent vous dire qu'il pleut. Il faut qu'on me dise, non, il y a le soleil, mais ça glisse. Il y a le soleil, mais ça glisse. Donc je vous dis. Ça glisse même pas quand il y a le soleil. Donc la réalité, c'est que nous perdons lorsqu'on veut faire croire aux gens. On l'a fait pendant 7 ans. Que le président est très bon, l'entourage est mauvais. Non. Vous insultez Paul Biya. Moi, j'estime qu'il est lucide. Un homme lucide chez son entourage. Et le change quand il n'est pas satisfait. Le président ne l'a pas changé. Oui. Et par déduction simple, il est satisfait. Non, il a changé. Donc, non, il y a eu 2 gouvernements. Il y a John Goodyear. Donc c'est sa politique. Mais il n'y a pas que le gouvernement. Est-ce que vous voyez les entreprises parapubliques? Comment? Non, attendez. Le PMC permis à un moment donné, il a eu le toupet de vouloir changer les choses selon la loi. Il a été appelé à l'ordre par le vrai patron. Et ce n'est pas un patron imaginaire. Hein. Si vous lisez la Constitution, le SGPR a suivi la coordination gouvernementale, Timothée Somba, vous savez, article 30, je crois. Lisez, vous allez voir. Donc en fait, c'est une ruse, non pas mon ami Bidou. Hein? Le président a gouverné sur la ruse. Maintenant, malheureusement, la ruse marche lorsque vous êtes vous-même encore véloce. Oui. Lorsque vous perdez vos moyens, c'est-à-dire que vous commencez à faire comme ma grand-mère. Il dit, viens ici, je vais te taper. Je ne viendrai jamais. Parce qu'elle n'a plus que sa bouche. Elle n'a aucun moyen. Parce que, rappelez-vous, Eric Tindé qui parle, le président lui avait dit, il me suffit d'un geste de la tête. Il a bouclé. Si le président avait les mêmes moyens aujourd'hui, je pense que ça irait. Mais ne les ayons plus. Vous n'aimez pas Paul Biya pour rien. Il ne vous a rien fait. Il faut qu'on se concorde à Paul Biya que papa. Là où tu es arrivé là. Tu es arrivé. La pire chose que tu puisses faire, c'est trouver une béquille officielle. Ce que tu peux faire. Le gouvernement, c'est rien du tout. C'est un instrument. Les réformes fondamentales, que qu'il n'y ait plus quelqu'un qui existe son pouvoir, du moins selon nous, qu'il y ait une béquille normale, qui veut qu'un homme de son âge soit accompagné, puisqu'il est accompagné aujourd'hui pour marcher. Moi, j'étais dans un bar d'esprit, on dit, le père marche. Voilà ce qu'on a fait dans le président de la République. Il marche. Il faut que le père marche sous assistance. Il faut qu'il gouverne sous assistance. Et c'est normal. C'est légitime. Donc, je finis par là en vous disant que la seule chose que j'attends de Paul Biya, et où je ne demande pas qui, parce que lui peut le faire. Parce que ce programme est prêt. C'est la réforme constitutionnelle qui amène à trouver un vice-président, même s'il le nomme. Même son épouse, même n'importe qui est un vice-président. Tout est urgent. Il y en a plusieurs. Oui, parce que quand j'ai écouté le discours du président, le discours m'a plutôt donné le sentiment que le président ne savait pas qu'il était déjà élu et qu'il n'était plus en campagne. C'est vrai. C'était un discours de campagne électorale pour séduire des gens qui se sont manifestés pour lui dire non. C'est la jeunesse. Oui. La jeunesse a foncièrement voté pour le changement. La diaspora a voté non. Et c'est cette même diaspora qu'il a évoqué là, qui lui a dit non, mais vraiment un non catégorique. Donc, le président doit savoir que Ça, c'est de Rabido. nous qui lui disions... L'histoire pédagogique. Comment est-ce que vous dites que la diaspora aurait dit non au président alors que les chiffres en France, aux États-Unis, est-ce que Paul Biya aurait perdu dans tous ces pays? Vous parlez de diaspora qui aurait dit non au président. Comment? Il a perdu. Il a perdu. Excepté en Russie. Il a perdu. Il a gagné
Allez-y, Saint-Éloi. Non, vous m'avez fait peur. C'est moi qui devrais vous demander de rester pédagogue. Alors, je dis que le président est déjà élu. Il n'y a plus de débat. Maintenant, nos contributions peuvent aller dans le sens, fût-elle brutal, dans le sens de l'aider à faire ce que le peuple veut. Il ne peut pas. Des urgences, il y en a. Oui. Le gouvernement est une urgence catégorique. Il faut que le président mette la main dans le RDPC. Parce que le RDPC, ils ont démontré que vraiment le RDPC, et il commence d'abord par enlever les gens, les commerçants qui sont arrivés au RDPC. Je vous ai souvent dit, le RDPC est un parti où il n'y a rien à vendre, mais où tout s'achète. Et le responsable de cette politique du tiroir a un nom. Bon. C'est celui... C'est pour ça... Non, je ne veux pas le nom. De toutes les façons, ils se reconnaîtront. Donc, il y a l'urgence à remanier un gouvernement. Il y a l'urgence à remanier de fond en comble le RDPC. Parce qu'ils ont déjà commencé. Est-ce que vous savez qu'on a déjà la liste des conseillers régionaux? Bien sûr. Et à la limite, on a reconduit encore tout le monde. Donc, bien sauf ceux qui sont morts. Sauf ceux qui sont morts. Et donc, vous voyez, ils ont déjà commencé. Et les législatives qui arrivent là, monsieur Timothée Somba, vous-même vous savez que ce ne sera pas une partie de plaisir. Ça s'annonce difficile. Ça s'annonce difficile. Non, ce ne sera pas difficile. Et il y a donc le RDPC, il y a le gouvernement, et maintenant, il faut que le président sanctionne. Sanctionne, parce que ceux qui sont appelés à nous commander, si vous prenez Olymbeguet, le responsable de Olymbeguet a un nom. Oui. Si vous prenez le Covid-Gate, le responsable du Covid-Gate a été indexé par la Cour des comptes. Si vous prenez tous les gates que la République a, les responsables sont désignés. On attend seulement que le président de la République montre qu'il aurait même pu dire pendant son discours, je vous ai compris. Oui. Mais ils ont été décorés. Voilà. Ils ont même été décorés. Vous comprenez donc la difficulté de M. Nyek à admettre que le président pourra faire un ménage. Il y a des réformes institutionnelles qui s'imposent. Moi, je n'irai pas dans le sens du vice-président parce que ce que les gens voudraient privilégier, c'est admettre que le président a perdu tous les moyens. Donc, il lui faut une béquille officielle. Une béquille officielle. Ce n'est pas urgent. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que la décentralisation a été très mal menée. La décentralisation est en train d'échouer. La décentralisation est en train de connaître ses limites. Oui. Et il faille donc remettre, ne serait-ce que le débat sur la forme de l'État, quelque chose qui tient à beaucoup de Camerounais à cœur, qu'on mette le débat de la forme de l'État. Les formations politiques ont notre forme de l'État, elles n'ont pas été suivies par les Camerounais, monsieur le maire. Le SIF propose le fédéralisme, il n'a pas été suivi. Le PCN a même parlé de fédéralisme communautaire. Le fédéralisme communautaire, qui n'a pas été suivi. Est-ce qu'il n'y a que deux formes de l'État? Pourquoi vous, mais pourquoi vous voulez insinuer que je veux parler? Il n'y a pas eu une autre offre. Mais je sais pourquoi le président s'accroche à la décentralisation, parce que c'est ce qu'il peut maîtriser, ce qu'il a bien assimilé et ce qu'il maîtrise. Donc vous n'allez pas venir lui dire de venir mettre le fédéralisme que les uns et les autres, alors que lui, il ne maîtrise pas. Mais il faut remettre le débat sur la table et que ce débat se tienne là où il doit se tenir. De leur sortir des bars. De leur sortir des bars. Maintenant, on peut envisager également une réforme constitutionnelle qui va à l'institutionnalisation d'un vice-président de la République.
Mais attention, si vous pensez que ce poste de vice-président doit obéir à des équilibres régionaux, je vous dis non. Parce que le Cameroun est déjà en train d'avoir très mal, d'avoir un premier ministre. Quand le président est francophone, le premier ministre doit être anglophone, et vous comprenez que... Ce n'est pas un engagement d'indépendance sur le président. Non, on ne peut pas, non, on ne peut pas, il faut changer ça. Parce que ce ne sont pas, le meilleur là-bas chez eux peut être le dernier de la classe et chez les autres. Et c'est le Cameroun qui peut. Merci. Donc, ce poste de vice-président là, le profil doit être un profil qui obéit exclusivement à la côte d'amour des Camerounais et à la compétence. Merci. Je me tourne vers vous, oui. Monsieur le maire Niek. Côte d'amour, compétence, poste de vice-président, l'urgence d'une réforme constitutionnelle qui amènerait à ce qu'il n'y ait plus de supputation au niveau du pouvoir, parce que certaines indiscrétions laissent à penser, à croire que les Camerounais ont véritablement besoin d'un chef qui commande, d'un chef qui dirige, d'un chef qui observe, d'un chef qui frappe du poing sur la table. C'est Fambara. Lorsque je vous dis que la seule chose d'un chef d'État, c'est la réforme institutionnelle, c'est parce que moi, le PCiste, il n'y a rien sans refondation de l'État du Cameroun. Il n'y a rien. On perd le temps. Vous me mettez à la place de Paul Biya, le même résultat sans réforme. Malheureusement. C'est pour ça que je vous dis, nous avons utilisé le vice dans toutes nos lois. Dans la Constitution, on a mis 2 chefs du gouvernement. C'est là-dedans que ça se passe. Lorsque le SGPR coordonne le gouvernement, il a raison. Lorsque le PM coordonne, il a raison. Il faut éliminer ces vices. Nous avons mis les vices sur la décentralisation. On a mis la concomitance, c'est-à-dire l'État central peut faire ou faire. Il y a des compétences qu'il faut transférer exclusivement aux gens qui sont concernés. C'est le vice. Tant qu'on ne va pas lever ça, on est dans une histoire hybride qui ne va nulle part. Maintenant, le problème du vice-président, c'est que est-ce que le président va nommer le vice-président ou alors la réforme va arriver, va commencer lorsqu'on aura le prochain mandat? On peut prendre un ticket avec des élections anticipées. Par exemple. Mais je dis le problème aujourd'hui, c'est que vous ne vous rendez pas compte. Pour les faits, il faut la réforme. Vous ne vous rendez pas compte que pour ceux qui ont fait la chasse un peu comme moi, Saint-Éloi, lorsque vous allez à la chasse nocturne, on reconnaît les animaux, les antilopes par leurs yeux qui brillent face à la torche. Vous ne pouvez pas avoir l'antilope dans votre viseur, descendre le fusil et attendre quand l'antilope démarre et vouloir la tuer. Vous ne pouvez pas. Le problème qu'on a là aujourd'hui, le dilemme, c'est celui-là. Le président ne dispose plus des moyens. Honnêtement, il faut être juste. Ne lui demandons pas trop. Qui demanderait ça à son propre père? Le président même dit qu'il a compris. Non, le président n'a pas compris. La tâche qui est la je vous ai pris un exemple tout à l'heure. Hein. Le président était un véritable aristocrate. C'était un républicain. Lorsque le président ne sait plus qu'il faut se lever pour prêter serment, c'est très grave. On lui demande trop. Vous avez dit aujourd'hui que le président parlait, il avait l'impression que le président, lorsqu'un président parle à son peuple, qui parle avec le cœur, on voit les émotions. Le président était fou pendant son discours. Alors, il le lisait juste. Il le lisait. Lui-même, je ne peux pas dire qu'il n'en sait rien, mais il n'y croit pas. La tâche du président aujourd'hui, c'est l'adhésion populaire qu'il aura très difficilement, c'est impossible. Parce qu'en fait, on voit, je vais vous dire quelque chose. Hein. Il y a des ministres qui pourraient bien travailler. Oui. Même de ce gouvernement. Je prends le cas du Premier ministre qui a estimé qu'à un moment donné, les entreprises parapubliques ils sont régis par des lois pour mettre des gens à leur tête. Il a voulu appliquer la loi. Ça n'a pas marché. Lorsque vous avez un État où les mauvaises lois dont on s'est doté ne sont même pas appliquées, c'est-à-dire que le tribunal siège, la Cour suprême, décide, elle me dit qu'il n'applique pas, et rien ne se passe. Vous savez, hein? Dans ces conditions, il n'y a rien à attendre. Je dis rien du tout. L'homme qu'il faut changer, pour être honnête, parce que nous jouons, parce qu'on veut être nommé, non. Il faut arrêter ça. Nous avons simplement échoué à enlever le président, en levant le nom municipal. On a échoué cette fois-ci, oui. C'est Saint-Éloi. Parce que c'est lui que moi je vais enlever. Et pas par méchanceté, hein, par reconnaissance que monsieur a travaillé bien ou mal, il mérite le repos. Par reconnaissance, enlevant le président pour une élection législative. Parce que sinon,
à supposer qu'on lui accorde encore la majorité confortable dont il a besoin pour gouverner. Vous allez faire comment? C'est ça le problème. Non, moi je n'attends rien de lui. Merci. J'attends du peuple qui a échoué se faisant enlever le président, qu'il continue à la bataille jusqu'à ce qu'on l'enlève. Voilà la vraie urgence du Cameroun. Merci. On va dire qu'il nous reste, il restera à chacun maximum 2 minutes. Je vais commencer par vous, monsieur Yetemote Jacques. Alors, les urgences, il y en a à l'appel. Monsieur le maire Niek estime l'urgence, ce serait du côté de battre le RDPC au législatif pour justement faire jaillir un souffle nouveau. Ou est-ce que vous pointez le curseur lorsqu'on évoque les urgences dans notre pays, le Cameroun? En 2 minutes, s'il vous plaît. Le temps va nous manquer. Les urgences des Camerounais ou les urgences du président? Le citoyen, le Camerounais, le président, vous avez la parole. En tout cas, pour moi, le président, aujourd'hui, dans le cadre de cette réconciliation que nous souhaitons entre les Camerounais, nous pensons que le président doit faire un effort de libérer les prisonniers politiques. C'est très important. Le président doit faire un effort de libérer la scène politique camerounaise. Vous savez que la scène politique camerounaise est bloquée et biaisée à tous les niveaux. Notre cas, nous deux, on se comprend quand on parle que nous sommes bloqués. Dans notre propre parti, nous sommes bloqués. Donc, qu'il essaye de libérer la vie politique au Cameroun. Oui. Oui. Parce qu'il faut que le président fasse un effort de rassemblement du peuple camerounais. Et je l'ai dit déjà à travers le dialogue, nous souhaitons que le président revoie le code électoral. Parce que c'est ça le fondement même des problèmes que nous rencontrons. Les Camerounais ne devaient pas avoir de problèmes s'il n'y avait pas les élections. Et tant qu'il y a les élections, il y a un code électoral. Et un code électoral qui est biaisé à tous les niveaux. Moi, je vous prends un cas. Très rapidement. Oui, je vais le faire rapidement pour l'intérêt du peuple camerounais. En 2020, les listes de l'UPC étaient rejetées également dans le littoral parce qu'on disait qu'il y avait 2 listes concurrentes. Mais je vous dis que dans le littoral, partout où il y avait une seule liste de l'UPC, ça a également été rejeté chez nous. Une seule liste. Et c'est pour ça que j'ai demandé que le président fasse un effort de libérer la vie politique. Il est hors de question qu'à l'UPC, même là où il y a une liste, on élimine. Là où il y a 2 listes, on élimine. Mais finalement, on est contre quoi là-dedans? Merci, merci. Timothée Somba, la réalisation nous indique que le temps est achevé. Je vous donnerai 1 minute pour les urgences. Tout est fait. Stéphane Barga, moi je ne vais pas lire dans une boule de cristal. Le président de la République n'a pas été élu pour avoir un vice-président. Parce que la Constitution lui permet déjà de ne pas gouverner seul. Lisez l'article 10, alinéa 1 et alinéa 2 de la Constitution. À l'heure actuelle, le président peut déléguer tous ses pouvoirs. Quand je dis tout, ce n'est pas tout de la totalité, mais je veux dire n'importe lequel de ces délégable. La Constitution dit, article 10 alinéa 2, le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, à tout responsable de l'administration publique. Qui détient la délégation permanente de signature en ce moment? C'est le ministre d'État SGPR. Donc quand on vient parler de béquilles, on n'en a plus besoin parce que la Constitution l'avait déjà prévu. Les urgences sont les urgences sociales. Je me répète pourquoi. Parce que dans le dernier septennat, on a consacré beaucoup d'énergie aux urgences infrastructurelles. Mais comme elles n'ont pas eu un impact social, la grogne est montée. Aujourd'hui, il faut des mesures sociales. Merci. Parce que quand un gars va casser pour voler une bouteille à gaz, pour voler 2 poissons, c'est quoi? C'est les conditions de vie. Il faut à tout prix des mesures sociales. Par exemple, je sors par là. Non, c'est pas le temps est achevé. Je suis le seul que tout le monde a coupé ici. Non, je sors par là. Par exemple, une baisse du prix des hydrocarbures. Ça va beaucoup aider le panier de la ménagère. Merci. Cette loi bidon, en 1 minute, avant qu'on ne soit parlé, monsieur le maire. 1 minute, la réalisation va nous couper sinon. En 1 minute, je crois que une des premières urgences que le président doit résoudre dans les jours qui viennent, au risque de nous faire sombrer dans un chaos, c'est
essayer. Vous savez que tous les prix des matières de première nécessité ont augmenté, non? Le gaz est déjà à 9 000, parti de 6 500 à 9 000. Le kilo de bœuf est passé de 3 100 euros à 5 000. Tout a augmenté. Il faudrait mettre les gens au travail. Et maintenant, la réforme institutionnelle, c'est le président de la République lui-même qui a évoqué ça. Merci. Donc, merci il faut que 30 secondes, monsieur le maire. 30 secondes. Je vous ai dit, je me redis, que la seule chose, c'est que le président refonde l'État et qu'il, comme nous, on le bat au que quitte. Merci. Merci, monsieur le maire Niak, pour la conclusion. On va rester sur ce qui est de notre travail, puisque vous retrouverez lundi Jean-Jacques Zé pour le grand soir. Restez fidèles au programme d'Info TV qui se poursuivent. Mildred Fonguet est annoncée. Elle est dans les loges pour vous relayer le meilleur de l'information d'ici et même d'ailleurs. Ce sera en langue de Shakespeare. Restez fidèles au programme d'Info TV. Bon début de week-end et bien le bonsoir.